Voici nos révélations de la soirée. Il s'agit du blanchiment de l'histoire. Comme ce sujet est assez vaste, j'ai découpé cette vidéo en deux parties et je posterai l'autre partie dans 2 jours. Commençons par Jean-Jacques Rousseau. Saviez-vous qu'il était noir? Avant de voir les témoignages de l'époque, comprenons une chose. C'est que l'Europe, la France, n'ont pas toujours été peuplées par des populations blanches. À l'origine, il n'y avait que des populations noires. Puis il y a eu l'apparition des personnes blanches il y a 10 000, 8 000 ans. Puis sont apparus les tout premiers massacres de l'humanité. La spoliation des terres, les génocides, les viols, etc. Ce qui a mené à des populations multiraciales, autant noires, métisses et blancs, pour finalement arriver à des populations complètement blanches. Mais sachez que jusqu'encore au 19e siècle, la France était majoritairement peuplée de personnes noires et métisses, qu'il s'agisse de la royauté, la noblesse ou de la population. La vérité est qu'il y a une histoire derrière l'histoire enseignée par les vainqueurs. Jean-Jacques Rousseau donc, philosophe, cofondateur de l'encyclopédie, père de la Révolution française et de la démocratie, était un homme noir. Son ami James Boswell, écrivain et voyageur célèbre écossais du XVIIIe siècle, a tenu un journal pendant 33 ans où il a tout écrit de ses voyages. Dans son journal publié en 1764, on y trouve la visite qu'il a rendue à Rousseau lorsque Rousseau s'était exilé à Neuchâtel en Suisse. Et voici comment James Boswell décrit l'homme qui lui a ouvert la porte. Enfin, la porte s'est ouverte et je l'ai vu. Un homme noir, élégant, vêtu comme un Arménien. Je suis entré en disant « Merci beaucoup, beaucoup ». Après les premiers regards et les premières révérences, il m'a dit « Voulez-vous vous asseoir ?» Nous retrouvons cette description dans ce journal écossais, ou bien dans l'ouvrage de l'historien américain Frank E. Manuel. En 1967, le journal Le Spectator, dans sa parution de la même année, fait apparaître les grands écrivains de l'époque sous leurs traits les plus représentatifs. Et Rousseau y apparaît, comme il est dit ici, comme un élégant homme noir vêtu comme un Arménien. Rousseau lui-même affirme sa couleur de peau dans sa propre œuvre. 3e tome, page 4. Tantôt j'étais un homme noir, tantôt un ange de lumière. Louise d'Épinay, plus connue sous le nom de Madame d'Épinay, était une philosophe des Lumières. Elle a beaucoup correspondu avec Rousseau. Dans Mémoires et correspondances de Madame d'Épinay, elle nous dit « Il a le teint brun et des yeux pleins de feu animent sa physionomie ». Ce que l'on retrouve dans l'ouvrage intitulé Le génie immortel Jean-Jacques Rousseau de Léo Damroche, ancien professeur de littérature à Harvard. Page 202. Il a une quantité infinie d'intelligence, il a une peau très noire. Nous savons que l'humanisme de Rousseau a suscité la Révolution française, mais celui qui a déclenché la Révolution française elle-même était Camille Desmoulins, un homme noir. C'est ce que nous apprend cette reconstitution de l'histoire française de 1792 à 1815, volume 4, ici, page 125. Mais voilà l'image qu'on enseigne de Camille Desmoulins. On viendra nous dire que l'on cherche à s'approprier des bouts d'histoire alors que ce n'est pas nous qui avons écrit toutes ces preuves, et que c'est cette falsification qui est de l'appropriation. On méprise la couleur noire mais on s'attribue l'exploit qu'elle produit. Revenons à James Boswell un instant. Vous savez, l'ami de Rousseau, parce qu'on a oublié de dire que lui aussi était un homme noir. L'information nous est donnée dans les mémoires du général corse Pascal Paoli, personnage éminent dans la Révolution corse. Dans les mémoires du général, on apprend que James Boswell avait engagé un jeune peintre pour peindre son portrait. Voici la description de ce portrait. Boswell a des grosses lèvres, il mesure 1,80 m et a un teint plutôt foncé. Même dans les lettres de James Boswell lui-même, on trouve cette information. Voici le recueil de lettres entre James Boswell et Andrew Erskine, le fils d'un comte écossais. Dans une lettre qu'Andrew lui envoie, il lui dit « Depuis que je t'ai vu, j'ai reçu une lettre de Monsieur D. Il a fait beaucoup d'éloges sur toi. Il dit qu'il y a beaucoup d'humilité dans ta vanité, une grandeur dans ta courtesse et de la blancheur dans ton teint noir. » Autre information plus bas. Si l'on se reporte aux annotations et références à la fin de cet ouvrage, on trouve ceci au numéro 10. Les écrivains de ces lettres, au lieu d'être rivaux en esprit, étaient rivaux en couleur de peau. Nous avons la mention de la couleur de peau d'Andrew dans ce poème que lui-même écrit ici, intitulé « La blancheur du capitaine Andrew ». Donc si les deux écrivains de ces lettres sont rivaux en couleur de peau, et qu'Andrew est blanc, c'est que James est noir. Passons à cet homme. Lui, c'est Karl Marx, le célèbre philosophe dont la doctrine a changé le monde. Eh bien, lui aussi était un homme noir. Ce que l'on découvre dans le livre Karl Marx, Une vie du 19e siècle de Jonathan Sperber, professeur d'histoire, page 213. Ici, le contexte est qu'il y avait une histoire de bébé, dont on ignorait qui était vraiment le père. Sauf que comme c'est dit ici, le fils de Lenchen avait la peau plutôt foncée comme Marx, et pas du tout comme le pâle Angel. Page 42. C'était parmi ses étudiants que Marx acquit le surnom « le mort » à cause de sa peau noire. Surnom par lequel il sera connu de ses amis et de sa famille pour le restant de sa vie. Je ferai une vidéo sur les morts parce qu'il y a beaucoup à savoir, mais retenez que les morts sont ces Africains qui ont enseigné musique, hygiène, etc. aux Européens clairs de l'époque. Ce sont ces mêmes Africains qui ont régné sur le nord de l'Afrique, l'Espagne, le Portugal, le sud de la France à partir du 8e siècle de notre ère. D'où d'ailleurs ce drapeau de la Corse. Une tête noire et non une tête blanche. Cette tête noire représente la tête du chef des morts que les Corses ont coupé symboliquement à la libération de la Corse. Et au passage, mort signifie noir en grec. Un dernier mot sur Karl Marx. Sa fille était mariée à Paul Lafargue, un homme noir, un élu député du Nord en 1891 et un écrivain célèbre pour son ouvrage « Le droit à la paresse ». Tout ça me fait penser au maire de Paris, Severiano de Heredia, un homme noir. Il y a une histoire derrière l'histoire enseignée par les vainqueurs. Saviez-vous au passage que Brazzaville, cette ville africaine, était autrefois la capitale de la France? Eh bien oui, en 1940. À vrai dire,
Deux villes africaines étaient les capitales de la France libre, Brazzaville et Alger. La France libre était donc purement africaine. Voilà ce qu'on veut dire quand on affirme que l'Afrique a libéré la France, malheureusement pour des récompenses à peine surprenantes. Puisque De Gaulle enchaîne par la suite les Africains en installant les 11 accords coloniaux inhumains et refuse l'indépendance à ces pays africains, ce qui a conduit à ce qu'on appelle des guerres d'indépendance qui ont fait des millions de morts d'Africains, tentant de se libérer de ceux qu'ils venaient d'aider, qui pourtant les esclavagisaient depuis 4 siècles. Une guerre d'indépendance, c'est quand même d'un côté des opprimés qui disent on en a assez, et de l'autre les tortionnaires qui disent non, je ne crois pas. Voici maintenant un aperçu de toutes les guerres d'indépendance liées au gouvernement français. Bon, on dirait que la vidéo devient longue. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour la suite des révélations où l'on commencera avec Jeanne d'Arc. À bientôt.